mes amis, je suis avec Julien Damon qui a écrit ce livre, La machine va le... Voilà, les batailles de la natalité aux éditions de l'Aube. Il va se remettre droit, je vous le recentre. Ça va reprendre la lumière un peu parce que là il est sombre. Voilà, il reprend la lumière, je suis à contre-jour, mais il me reçoit chez lui. Merci Julien de cette invitation. C'est mon plaisir. Il est en pleine forme. Je voulais qu'il nous parle des batailles de la natalité, sous-titre « Quel réarmement démographique ?» puisque, comme vous le savez, mes amis, j'ai commis un livre beaucoup plus modeste que celui de Julien, où je dis qu'il y a un avachissement qui passe par... un avachissement de l'instinct vital de notre pays, qui passe notamment par le fait que nous ne faisons plus d'enfants, et qu'en même temps, beaucoup de ceux qui ne font plus d'enfants, ou qui ont des enfants chez eux, qui à 25 ans sont encore là à dire « mais moi je ne veux pas faire d'enfants, je ne veux pas fonder de famille », ceux qui hébergent ces enfants chez eux disent « ah mais il ne faut pas d'immigrer, il y a trop d'étrangers, ils ne sont pas bien, le grand remplacement, etc. » Donc ça m'intéresse d'avoir Julien. T'es Sciences Po, toi, quand même, Julien. T'es un coupable, t'es coupable. J'ai fait 20 ans de professorat à Sciences Po, ouais. Ouh, le vilain, le vilain. Mais ça a des vertus, hein. Et officiellement, t'es quoi? T'es sociologue? Oui, alors ça, j'en suis beaucoup moins fier. Je suis sérieux en te le disant, hein. J'ai tous mes diplômes de doctorat, d'HDR en sociologie, mais j'en ai honte. Voilà. Alors, on va le redire pour ceux qui découvrent ce que c'est. HDR, c'est habilitation à diriger des recherches. C'est l'ancien doctorat d'État. Voilà, donc pour pouvoir devenir professeur d'université plein et brut, si j'ose dire, il faut être habilité à diriger des recherches. Accessoirement, tu as travaillé à la CNAF. Oui, alors pour faire le lien avec le sujet du jour, si j'ai fait cet ouvrage, c'est parce que de la fin du millénaire au tout début du nouveau millénaire, c'est-à-dire pendant 5 ans, entre 1999 et 2004, j'étais directeur des études à la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF. Ça traduit CNAF, puisque tu l'as prononcé tout à l'heure, tu traduisais HDR. Et CNAF, qu'est-ce que c'est? C'est la tête de réseau des CAF, les caisses d'allocation familiale, dont la mission, en théorie, est la famille. Et je me suis toujours posé une question, c'était le lien entre les niveaux de fécondité et les niveaux de dépenses familiales. Voilà l'histoire de ce livre. Et puisque tu as cité le sous-titre, le président Macron, lorsqu'il a parlé de réarmement démographique, ça m'a donné l'idée du sous-titre de l'ouvrage. Et c'est peut-être ce qui explique son grand succès. Alors, on va, parce que quand on parle CNAF, je vois d'ailleurs dans ta bibliothèque que tu as le cartel des fraudes de Charles Prats. Ah oui, mais j'ai plein de choses, j'ai même un de tes livres qui s'appelle Ne t'aide pas, la Sécu t'aidera, ou Ne t'aide pas, l'État t'aidera. Hein. À côté des œuvres complètes de Pierre Larocque, etc. Non. Et je suis comme toi, en tout cas je l'espère, un esprit ouvert, tu vois. Mais alors, puisque tu me tends la perche, je la saisis. Bon, Charles Prats, il a beaucoup parlé de la fraude au CAF, au CAF pas seulement, à la CNAV aussi, aux caisses de retraite. À la Sécu, à la protection sociale. À la Sécu. Est-ce qu'il y a beaucoup de fraudes et est-ce que les fraudeurs sont tous arabes, comme le suggérait fortement Charles Prats, et comme il a été beaucoup relayé par des médias très proches d'Israël? Est-ce que les fraudeurs à la Sécu sont des musulmans? La réponse est non. Enfin, pardon, il y a parmi les fraudeurs à la Sécu certainement des musulmans, mais par rapport à la question extrêmement provocante par laquelle tu commences ce débat sur la fécondité... On parlera de choses sérieuses après. Oui, alors je dirais de façon sérieuse et posée, comme un des bureaucrates de ce milieu, une chose très importante. C'est que ça a longtemps été nié comme étant un véritable sujet de protection sociale, cette fraude, encore un peu peut-être dans certains coins du secteur de la Sécu, mais puisqu'on parle de moi, c'est ça. Hein. Moi, il y a une vingtaine d'années, quand on évoquait le thème de la fraude, on était pris pour un quasi-fasciste. Hein. Voire au-delà. C'était c'était secondaire. Et la formule par laquelle j'avais conclu un colloque au Conseil d'État, c'est tout chic, c'était de dire la fraude des pauvres est une pauvre fraude. Donc c'était un petit sujet secondaire. Alors qu'il y a 1000 bagarres techniques quant à savoir ce qu'est l'ampleur de la fraude véritable, parce que celle que l'on connaît, c'est celle que l'on décèle. C'est un sujet
très important. On peut se bagarrer sur les volumes. Le magistrat Prat, ou le magistrat honoraire Prat, fait 2 tomes et beaucoup de déclarations sur la question. Un peu tonitruante, ces déclarations. Il va, je pense, beaucoup dans l'exagération, mais en tout cas, le sujet de la fraude sociale, c'est un sujet qui n'est pas encore bien cerné, mais dont on sait qu'il est quand même bien plus carabiné que ce que l'on déguisait il y a une vingtaine d'années, il y a une dizaine d'années. Pour ceux qui veulent poursuivre, plonger sur un rapport qui est technique, qui fait le point sur la question, vu peut-être de la seule administration, mais en tout cas... De l'IGAS, c'est un rapport de l'IGAS ? Du Haut Conseil du financement de la protection sociale, c'est le HCFiPS, qui vient de faire le point sur les méthodes, pas seulement les méthodes de mesure du phénomène, mais les méthodes des fraudeurs, et également sur les perspectives en la matière, oui, selon les différents risques, CAF, retraite, assurance maladie, et même complémentaires. De quand date ce rapport qui m'a échappé? Peut-être 3 ou 4 mois, mais donc il faut dire la date, il date de cet été. Nous sommes en 2024, je le dis pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Tu me donnes une excellente idée, je vais me plonger dans ce sujet. D'ici là, je voulais qu'on parle démographie, qui est un sujet, je dirais, au-delà des modes et des polémiques. Donc tu as fait un livre que je rappelle, je vais refaire un problème de zoom sur les batailles de la natalité, Julien Damon, aux éditions de l'Aube. Je te remets en fixe, voilà. C'est un livre très pédagogique qui a le mérite au fond de faire le point de la question et de façon non partisane de poser la question, on va le simplifier, du réarmement démographique, puisque tu utilises de mon point de vue de façon pertinente ce sous-titre. Est-ce qu'il y a ou non, parce que moi ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est que tu fais une analyse du nombre de naissances par année, mais est-ce qu'il y a une baisse de la fécondité en France? Bien sûr. Alors, d'abord, tu fais bien d'aller immédiatement sur des questions de définition, sans entrer dans des détails très compliqués. La fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Il y a 2 manières de la mesurer. Une manière qui est celle dont on parle le plus, qui est de regarder conjoncturellement ce qui est actuellement pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. Donc au-delà de 45 ans. Oui, c'est entre 15 et 50 ans. C'est ça, la carrière de fécondité possible pour une femme. Il y a une deuxième manière de mesurer la fécondité, qui est la manière la plus simple, la plus rigoureuse et la plus importante, dont on parle moins, qui est la descendance finale. C'est après 50 ans, combien d'enfants ont eu les femmes. C'est ça la donnée la plus importante. Ensuite, après le sujet de la fécondité, qui est un rapport entre le nombre d'enfants et le nombre de femmes, tu as simplement la natalité, qui est le nombre d'enfants qui naissent chaque année. Depuis 2010, pour être précis, nous avons une baisse de la fécondité et une baisse de la natalité. Baisse de la natalité, on peut s'envoyer plein de chiffres à la figure, très précis, etc., pour faire ceux qui savent, mais c'est assez simple. Quand on était en 2010, on avait un pic de natalité et de fécondité. Ça signifie qu'en 2010, il y avait plus de 800 000 enfants qui naissaient chaque année. On est passé sous la barre des 700 000. Voilà, ça c'est pour la natalité. Pour la fécondité, mesurée conjoncturellement, il y avait un peu plus de 2 enfants par femme en 2010. On est à moins de 1,7 aujourd'hui, sachant que aujourd'hui, c'est 2023. Donc certains poussent des cris d'alarme, on considère que c'est la fin du monde. Je nuance cela en disant d'abord qu'on a connu en termes de fécondité des taux aussi faibles au début des années 90. Je nuance cela pour dire aussi... Mais la population a augmenté depuis. Oui, bien sûr, oui. Oui. Elle augmente parce qu'il y a 2 phénomènes. Il y a l'espérance de vie, qui fait qu'elle augmente mais elle vieillit. Et le deuxième autre phénomène démographique, c'est l'immigration. Mais pondérons l'alarme par le fait que nous avons déjà connu des bases eaux, si j'ose dire, en termes de fécondité. Pondérons-le par un cocorico qui est pas seulement bravache, qui est que la France, par rapport aux autres pays occidentaux, se défend très bien. Aux Olympiades de la fécondité, on est toujours sur le podium des 3 meilleurs. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on entre dans une période particulière, un nouveau régime démographique qui est celui du grand vieillissement. Alors, j'ai nuancé, enfin tout de même, si on veut retenir un seul truc de tout ce que je raconte, tout de même, nous sommes dans une situation préoccupante, parce que depuis 1945, nous n'avions jamais eu moins de 2000 naissances
par jour. Et en réalité, depuis 2023, il y a moins de 2000 naissances par jour en France. Pour une population qui a augmenté. Oui. Donc 2000 naissances par jour quand tu as 45 millions d'habitants, oui. C'est pas la même chose que 2000 naissances quand on a 70 millions. Oui, oui, mais d'accord. Et donc on est plus proche de 70 millions que. Voilà. Donc, bien sûr. Proportionnellement. La fécondité baisse, bien sûr. Mais voilà. La fécondité baisse. Bon, voilà. On va se poser toutes les questions interdites. La France fait moins d'enfants et la France vieillit. Voilà. Parce qu'on vit plus longtemps. On va y venir, mais je voudrais qu'on prenne le temps de se poser les questions interdites. Puisque tu es sur un média interdit. Parfait, dans la pratique, première chose. Dans la pratique sur la fécondité, eh bien, je vais vous faire une démonstration, mais il me faudrait une collaboratrice. Ah bah bravo, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, monsieur. Est-ce que le vaccin a changé quelque chose dans la fécondité? Alors, je n'en sais strictement rien, mais je pense que ça n'a rien changé. Alors, et on dit ça, c'est presque contradictoire. Mais ce que tu poses comme question, c'est le vaccin Covid, je vois le coup venir. Et je précise que la fécondité baisse depuis 2010, qu'on s'est demandé ce qui allait se passer en raison des différents confinements. Mais je pense que le vaccin n'a eu qu'une incidence ultra limitée, si elle en a eu une. Voilà. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions médicales. Voilà. Mais ce que tu nous dis, c'est que depuis, au fond, 2022, puisque le vaccin... la fécondité, ça prend 9 mois chez les humains d'habitude. Oui, oui. Donc, en gros, les chiffres. La grossesse qui prend 9 mois, la fécondité, ça va plus vite. Ça dépend chez qui. Et donc, depuis 2023, on ne note pas une rupture particulière. Ah non, mais chacun cherche ses ruptures en la matière. Il y a par exemple, beaucoup disent, c'est une sorte de réflexe pavlovien à la française, on regarde les dépenses publiques. Et oui, Monsieur Hollande, qu'on l'aime ou non, je n'ai pas d'action dans un sens ou dans un autre là-dessus, à partir de 2015, c'est-à-dire qu'il a pris des décisions en 2014 quand c'était mis en œuvre à partir de 2015, il a réduit, c'est vrai, certains avantages de la politique familiale. C'est-à-dire il a modulé le niveau des allocations familiales, il a réduit les réductions d'impôts pour présence d'enfants. Voilà, oui, enfin non, c'est même pas pour les familles nombreuses, c'est dès le premier enfant, c'est le mécanisme du quotient familial. Et certains sont là en train de dire, ah bah oui, bah voilà, c'est à cause de ces actions scandaleuses de M. Hollande que la fécondité baisse. La fécondité, elle a commencé à baisser 5 ans auparavant. Là, on évoque le sujet Covid. Je dirais, première chose, qu'on aurait quand même bien du mal à imputer à la période Covid ce qui se déroule depuis 10 ans avant l'apparition du Covid. Plus généralement, on cherche beaucoup à expliquer la fécondité, je trouve, chacun par son idéologie, alors que collectivement, il y a bien des phénomènes liés à la natalité et à la fécondité qu'on n'explique pas. Je prends le grand exemple du baby-boom. Les démographes n'expliquent pas, d'une part, la survenue du baby-boom, d'autre part, la fin du baby-boom. Pour ne parler que de sa survenue, le baby-boom, c'est pas 45, c'est 43-44. C'est-à-dire en plein milieu de la guerre. Oui, voilà, fin de la guerre, mais oui, voilà. Donc la fécondité, c'est pour ça que, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, mais l'éditeur a appelé ça à juste titre. En tout cas, c'est un beau titre. Les batailles de la natalité, c'est que c'est tout de suite une bagarre générale. Moi, j'ai cherché, là, merci, tu me disais d'entrée, à mettre ça un peu à plat. Chacun est là en train de se dire, ah ben voilà, je vais trouver mon truc pour expliquer. Il y a même des mystères de la fécondité. On ne sait pas pourquoi, par exemple, tel moment. Le baby-boom, je suis désolé de le dire, sans que ce soit totalement mystérieux. Hein. C'est lié à des grandes trajectoires historiques, des transformations, de l'accès des femmes à l'éducation, par exemple, et ensuite à la contraception. Il y a des choses qui, quand même, expliquent les grands mouvements, mais les évolutions conjoncturelles, non. Je pense que si on sort chacun de sa palette une raison, c'est marrant, ou alors ça permet une discussion, une controverse, mais ça ne marche pas. Par exemple, quand j'étais moi, à toute fin des années 90, là, à la CNAF, j'expliquais, à la fois pour sourire, et puis j'y croyais un peu, la bonne santé démographique française par la victoire à la Coupe du Monde de football en 98, qui incarnait une période plutôt heureuse, une période dynamique économiquement, etc. Et j'observe que la seconde victoire, la seconde étoile de la Coupe du Monde de foot n'a pas eu la même incidence. Donc non, il n'y a pas un élément comme ça qu'on puisse extraire et qui explique. On va continuer, avant de parler du sujet que tu évoques qui est essentiel, mais on va continuer à parler des sujets désagréables, si tu en es d'accord. De toute façon, c'est le lieu. C'est le lieu. Quand même, beaucoup ont souligné les chiffres de la drépanocytose,
pour dire au fond, la transformation de la population. Si la fécondité est restée élevée en France, c'est parce qu'on a donné des papiers à des étrangers qui font des gosses. Pourquoi donner des papiers? Simplement, c'est lié à l'immigration. Oui. Voilà, c'est l'immigration qui a porté la fécondité. Est-ce que ça signifie qu'au fond, l'immigration en France est en train de faire sa transition démographique, comme on l'a dit, et est-ce que les immigrés en France sont en train de s'intégrer en faisant moins d'enfants comme les natifs? Mais tu viens de tout dire. Alors tu viens de tout dire, mais il faut le préciser de façon froide par rapport à un sujet qui est très éruptif. Hein. Si on prend l'indice de fécondité des femmes nées en Afrique et qui vivent en France, aujourd'hui il est de 3 enfants par femme. Si on prend l'indice de fécondité des femmes nées en France, qu'elles soient d'origine africaine, luxembourgeoise, des Flandres ou de Plumard-Baudou, les Flamands, ils en font des gamins, hein, je peux le dire. Eh bien, on est à moins de 1,7. Donc, il y a une contribution très importante de l'immigration à la natalité, au nombre d'enfants. Maintenant, si on fait les rapports, les ratios pour arriver à la fécondité, certains bons esprits de l'INED ont expliqué que la contribution au taux de fécondité n'était pas considérable. La contribution... Parce que, pour expliquer pour les gens qui n'ont pas de la règle de 3, voilà, c'est que une petite communauté d'étrangers qui fait beaucoup d'enfants ne suffit pas à modifier la donne sur une grande communauté. Mais ce n'est pas le plus important. Sur la natalité, il est tout à fait exact que l'immigration contribue très fortement au nombre d'enfants qui naissent chaque année en France. Deuxième chose... Est-ce que les immigrés en France diminuent leur nombre de gosses? Voilà. Deuxième chose, j'allais y venir puisque tu l'évoques, il y a un alignement des comportements démographiques qui est assez rapide, des comportements démographiques des populations immigrées, qui sont soit d'ailleurs françaises, soit étrangères, hein, demeurant étrangères sur le territoire, avec ceux des natifs, enfin, des comportements de fécondité. Ceci dit, si on veut continuer le sujet, hein, parce que c'est un sujet éruptif, il y a une autre donnée qu'on met moins en avant et qui peut contribuer à la controverse, à la polémique et à la bagarre générale, c'est l'âge au premier enfant. Hein, car si une population A a le même comportement de fécondité que la population B en nombre d'enfants, mais qu'elle commence beaucoup plus tôt à avoir des enfants, elle se reproduit beaucoup plus vite. Enfin, elle se reproduit plus vite plutôt que beaucoup plus vite. Donc oui, ça, c'est ce que je viens d'expliquer, je viens d'évoquer, j'espère de façon relativement simple, c'est pas extrêmement compliqué, c'est que de la règle de 3, même si tu m'as repris. Moi, je ne sais pas ce que c'est la règle de 3. C'est très facile. Oui, mais c'est compliqué pour nous les Flamands. Je ne sais pas comment on le dit en flamand, mais voilà. Si on veut expliquer la bonne fécondité relative française, j'ai trouvé un moyen mémotechnique, après avoir fait l'ouvrage, je le livre, ça tient en 4 ions. Alors, il n'y a pas de hiérarchie dans ces ions. Il y a en premier élément l'immigration, puisqu'on l'a évoqué. Mais là, on se fait en comparaison internationale. Les pays riches qui ont des très faibles taux de fécondité sont pour la plupart des pays très rétifs à l'immigration. On met en avant là le cas du Japon ou de la Corée du Sud. Il y a un deuxième ion qui est celui de la tradition, le truc le plus simple, oui, demeure en France, mais ce n'est pas du tout les cas les plus répandus, des familles catho qui font beaucoup d'enfants. Okay, il y a de la tradition. Il y a un troisième élément, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, qui est celui de la conciliation. Conciliation, vie familiale, vie professionnelle. On a une politique publique à la française qui est assez favorable aux familles. On a toujours l'impression, pour reprendre une formule maintenant que tout le monde emploie, qu'on vit en enfer, mais quand les autres nous regardent, ils ont l'impression que ceux qui vivent en France vivent un paradis. Hein. C'est là où les femmes et les hommes jeunes, pas nous, qui veulent avoir des enfants, sont le plus appuyés en cela, et le plus acceptés par les politiques publiques, que le nombre d'enfants est le moins déprécié. Hein. Si on a immigration, tradition, le sujet de la conciliation est peut-être bien plus important. En Corée du Sud ou au Japon, je prends les pays loin de nous, mais avec les taux de fécondité inférieurs à 1 enfant par femme, plus proche de nous, très catho d'ailleurs, Pologne, Espagne ou Italie, c'est parce que le statut des femmes fait que, le statut social, pas le statut juridique, fait que lorsqu'elles font un enfant, en gros, elles ne peuvent plus travailler ou c'est extrêmement mal vu. Et mon quatrième ion porte sur les recompositions. Les recompositions familiales font que c'est là où c'est accepté le plus, c'est là où on ne montre pas du doigt les enfants nés hors mariage, ensuite les enfants nés de couples qui se recomposent, qu'il y a un niveau de fécondité qui ne fléchit pas autant qu'en moyenne. Voilà.
Oui, parce qu'on refait une famille et on se dit, oui. Une famille, ça veut dire faire au moins un enfant. Alors, je pense que ce n'est pas systématique, mais c'est vrai que dans un couple recomposé sur deux, il y a un enfant de ce couple. Donc c'est vrai que si on regarde les moteurs de la fécondité, même si je fais ça de manière mécanique et en rigolant, là, oui, l'immigration ça marche, la tradition, mais on n'a pas trop d'impact dessus, ça marche, la conciliation vie familiale, vie professionnelle, là où les politiques publiques, puisque c'est mon sujet, pourraient intervenir, ont le plus d'impact, ça marche, sachant qu'il ne faut pas rêver quand même des impacts sur la natalité, et puis ces affaires de recomposition marchent. Ouais. Je voudrais quand même finir sur cette histoire d'immigration, parce que beaucoup de gens se disent, de façon d'ailleurs souvent paradoxale, c'est il y a trop d'immigrés, mais nous on ne veut plus faire d'enfants, et les immigrés sont ceux qui font des enfants. En fait, ce que tu nous dis, c'est que ça va marcher un certain temps, voilà, bien sûr, mais pas éternellement. Oui, alors mon sujet là-dessus, moi j'avais regardé des pistes pour, si d'aventure on veut aller vers un moment démographique, qu'on le veuille ou non, je pense qu'il y a des sujets, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas jeter plein de sous dans la politique familiale, en prenant les voies de la politique familiale à la papa de 1945, il faut regarder certaines voies. La voie la plus efficace imméditement, c'est l'immigration. Voilà. Je pense cependant que... Donc là, tu m'as fâché avec les trois quarts des lecteurs, des auditeurs, des spectateurs. Un quart d'amoureuses et d'amoureux. Je pense cependant, et je dis, mais c'est ces affaires. Non mais si on regarde ça froidement, on regarde le sujet, ce qui est plus efficace, c'est l'immigration, immédiatement. Je pense cependant que, et c'est ce que m'a pu évoquer grâce à tes questions, que ça ne marche qu'un coup. C'est-à-dire que en une ou deux générations, les comportements de fécondité s'alignent. Je pense ensuite que généralement, on pense à cela pour équilibrer les comptes sociaux. Alors que de fait, l'immigration peut déséquilibrer bien d'autres sujets dans le pays. Et enfin, je trouve que c'est un regard assez particulier posé sur les autres que de faire venir des ventres pour pouvoir financer ses retraites. Mais bon, j'en termine pour dire que si c'est une voie qui sur le papier est efficace, c'est certainement pas la voie à suivre en France dans le contexte où ce sujet n'est pas seulement éruptif, il est atomique. Pourquoi c'est pas la voie à suivre? Parce que je pense qu'il y a d'autres. Là, je pense que je vais avoir 100% des amis qui vont hurler. Il faut que tu remontes ta cote. Généralement, on regarde ça, ils vont dire ah bah le sujet c'est le financement des retraites. Alors, il y a d'autres voies pour financer les retraites que les vieux et que les jeunes bossent plus. Voilà. Là, la chaîne ferme. On fait faillite. Voilà, bah oui, il y a des pays qui ne passent pas par l'immigration et qui vieillissent heureux. Je reprends les exemples, j'ai déjà prononcé 2 fois, mais le Japon a décidé de vieillir seul. Et il le fait plutôt pas mal pour le moment. Et comment chaque année des millions d'habitants. Et comment ils font? Ils décèdent. Eh bien, il suffit de regarder ce qu'est l'âge de départ à la retraite au Japon, l'âge effectif. Et alors, ils en sont à combien? Plus élevé que 72 ans? Tout le monde travaille au Japon. Voilà. Deuxième chose, il faut travailler leurs jeunes, comme nous on le fait d'ailleurs maintenant un peu, on s'en rend pas compte, mais les taux d'activité ont bougé en France grâce à l'apprentissage. Donc on remet nos jeunes sur le marché du travail. Ensuite, plutôt que le recours à l'immigration, pour les soins, ils passent par une robotisation très poussée. Et pour le moment, ça tient debout. Dans la pratique, si on s'intéresse aux causes, puisque donc moi je suis convaincu qu'il y a un investissement de notre instinct vital, et que tout est fait idéologiquement pour nous avachir, on se dit oui, faut être heureux dans la vie, le bien-être, il faut vivre serein, comme nous. Voilà, comme on essaye, mais c'est dur parfois. Comment t'expliques cette baisse de natalité si au fond elle est structurelle? Parce que je regardais, si tu me permets de te couper, je regardais le Times ce matin, la presse britannique, qui s'inquiète du taux de fécondité en Grande-Bretagne. Tu as parlé du Japon, c'est un phénomène mondial. Voilà, c'est ça que je voulais avancer d'abord. S'il y a cet avachissement, c'est ton terme, en tout cas s'il y a cette diminution du désir d'enfant, ça concerne la France, c'est vrai, ça concerne les pays riches. C'est tout à fait exact, il y a plein d'exemples où c'est l'effondrement qui est observable en termes démographiques, mais ça concerne le monde entier. La fécondité baisse dans le monde entier. Quels sont les principaux moteurs que on juge ces moteurs scandaleux ou au contraire tout à fait valables dans leurs conséquences? C'est principalement l'accès des femmes à l'éducation et
à la contraception. Ensuite, on peut considérer que c'est un hédonisme excessif, de l'hébétude généralisée, mais c'est vrai que les gens veulent moins d'enfants qu'ils en désiraient auparavant. Ceci dit, il y a des enquêtes, alors chacune des enquêtes, j'ai connu à la littérature, hein, mais si on demande aujourd'hui en France, pour prendre un terme célèbre, combien d'enfants voulez-vous ou auriez voulu auriez-vous voulu avoir on est à 2,3. Okay. En descendance finale, on n'est pas à 1,7, on est à 2. Donc il y a un décalage. Le désir d'enfant, il est encore supérieur à la fécondité réalisée en France. Le désir d'enfant en France, il est encore supérieur à ce que l'on trouve dans bien d'autres pays. Je fais ça pour pondérer, pour nuancer. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas un individualisme français ou je ne sais trop quoi. Hein. C'est une transformation de la conception de ce qu'est la vie bonne pour l'ensemble des personnes qui vivent sur notre beau globe, pour faire de la philosophie. Ceci dit, puisque je sais que le sujet des retraites est éruptif là-dessus, moi j'ai une bonne technique pour permettre de relancer la fécondité, c'est de supprimer intégralement tous les systèmes de retraite. Voilà. Alors là, je te vois... explique-nous le lien. Non, mais ça c'est un économiste qui a fait un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, qui expliquait la baisse de la fécondité par le développement des systèmes de retraite. Alors au-delà de l'économétrie et du touillage de données là-dessus, quelle est l'idée? C'est qu'auparavant on faisait des enfants pour assurer ses vieux jours. Aujourd'hui on fait des enfants pour se réaliser soi-même. Et parfois, tu évoquais ça à un moment dans ton introduction, tu disais que certains ne veulent pas d'enfants parce que ça leur permet de se réaliser eux-mêmes. Et cela compte beaucoup. Auparavant on faisait des enfants parce que c'était un investissement. On les aimait moins d'ailleurs, parce que, bon, ou tout du moins, rétrospectivement, on regardait ça en pensant qu'ils les aimaient moins, parce que mortalité infantile aidant, ils étaient certes plus nombreux, mais ils décédaient beaucoup plus vite. Donc là, c'est un investissement affectif et économique très important qui fait qu'on se réalise à travers les enfants, mais on ne voit pas du tout ça comme une assurance vieillesse. Alors quand je dis qu'il faut supprimer les systèmes de retraite pour avoir des enfants, c'est évidemment pour se mais pour montrer que plus nous allons, je parle là du monde entier, vers des systèmes de protection sociale qui couvrent tous les âges de la vie, moins le nombre d'enfants tangentera les célèbres 2,1 enfants nécessaires pour le renouvellement des générations. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un phénomène inconscient, instinctif, qui est que, au-delà d'un certain volume de population sur un espace donné, qui est celui de la Terre, et notamment du monde occidental, on se dise il ne faut plus faire d'enfants parce que ça met en danger notre avenir. Sujet qu'on entend chez les écologistes. Oui, mais ça, on l'entend depuis longtemps. C'est le sujet de la bombe P, bombe population. Donc c'est le sujet des années 70 qui retentit encore aujourd'hui. Puis avant la bombe P, c'est ce bon révérend, il était révérend, Pasteur, Malthus. Il n'y aura pas assez de place à la table, au banquet de la nature pour tout le monde. Ça a toujours été avancé, ça ne s'est jamais vérifié. Voilà, moi, je suis plutôt un optimiste en la matière. Sur les projections démographiques, on est, oui, alors j'ai déjà employé ce verbe que pourtant j'aime pas, on est à tangenter les 10 milliards d'individus sur Terre à l'horizon de la fin du siècle. Je vois aucune raison pour laquelle ceci serait parfaitement ingérable. Et je pense que ce qui est plus préoccupant, ce qui préoccupe davantage là, les pays riches, c'est la bombe D, non pas pour Damon, là, mais la bombe des populations. Quoi. Pourquoi ça les préoccupe plus? Ça les préoccupe plus parce que nos édiles ont le pilotage des régimes sociaux. Et ces régimes sociaux qui fonctionnent par répartition font que, il faut l'annoncer aux jeunes qui nous écoutent, ils ne payent pas pour leur retraite, ils ne payent pas pour leur assurance maladie, et pour celle de leurs parents, au pluriel, la retraite et l'assurance maladie de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc on le redit, puisque... Alors on va le redire de façon plus... Je le redis régulièrement sur la chaîne, je me fais régulièrement insulter, injurier, mais on ne cotise pas pour sa propre retraite, non. On cotise pour la retraite de ceux qui sont retraités. Alors, on peut dire qu'on cotise pour sa retraite, mais en tout cas on paye concrètement, par les canaux simplement du prélèvement et puis de ce que cela va financer. Aujourd'hui, on paye les retraites et l'assurance maladie des retraités. Et donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait des cotisants. C'est aussi simple et aussi bête que ça. C'est mécanique. Et c'est rappelé depuis des décennies. Depuis plusieurs décennies, ce sujet est mis en avant. Si le nombre de
cotisants devient trop faible par rapport au nombre de pensionnés, c'est ultra problématique que de voir continuer à financer et survivre notre système. Alors c'est vrai que à courts horizons de 5, 10, 15, 20 ans, tout ceci peut faire de l'accumulation de déficit ou de dette. Si ceci peut continuer à vivre financièrement sur les marchés, ça peut passer, mais ça ne peut pas être éternel. Voilà. Donc j'en profite puisque tu me fais un perche. Parce que toi, tu les vois moins, mais moi, je suis régulièrement confronté à cette théorie qui est il n'y a pas de problème de retraite en France. C'est une mise en scène pour justifier qu'on confie les retraites à BlackRock. On va redire que donc il n'y a pas, puisque notre système consiste à lever des cotisations pour financer les retraites effectivement liquidées, il n'y a pas de trésorerie ou elle est symbolique du régime de l'assurance vieillesse en France. C'est pas de la capitalisation comme aux États-Unis. Non, mais je fais encore pire que toi. Si les gens ne s'en rendent pas compte, ça n'est pas que le sujet des retraites, ce n'est pas que le sujet des pensions de retraite. C'est la même chose pour l'assurance maladie. Les jeunes sont en moyenne, scoop, les jeunes sont en moyenne en bien meilleure santé que les vieux. Okay, donc les jeunes qui bossent et qui tu vas te faire haïr. Je peux me faire haïr, mais c'est comme de dire 2 plus 2 égale 4. Donc attention les amis, 2 plus 2 égale 4. Si ça vous fait souffrir, c'est très grave. Alors c'est pas si grave que ça, c'est la différence entre les psychoses et les névroses. Une psychose, c'est de dire... Il y a la perversion. Entre les deux, il y a la perversion. Peut-être, mais une psychose, c'est de penser que 2 plus 2 égale 5 et de tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord. C'est embarrassant. Une névrose, c'est de savoir que 2 plus 2 égale 4 et de ne pas le supporter. Enfin, au-delà du caractère souriant de mon propos, oui, si les affaires démographiques aujourd'hui comptent, il y a de la métaphysique derrière, il y a du sentiment, il y a de la rencontre, etc. C'est ça aussi, la démographie, il faut la regarder ainsi avec du sourire, mais on la regarde aussi sérieusement, à mon avis peut-être en se focalisant trop là-dessus, mais on devrait être sérieux une bonne fois pour toutes sur les affaires de pilotage des comptes sociaux. Et je dis bien comptes sociaux, les retraites et l'assurance maladie. C'est-à-dire que le vieillissement de la population, pour aller vite, lié à la baisse de la natalité, produit a un coût sur la protection organisée par l'État. Oui. Alors le vieillissement de la population, il est fait de deux choses. Il est fait, c'est une bonne nouvelle, de l'allongement de l'espérance de vie. On appelle ça, tenez-vous bien, c'est un beau mot, la gérontocroissance. C'est l'augmentation du nombre de personnes âgées, c'est superbe. Mais il est fait aussi par le bas, cette fois-ci, en effet, par la baisse du nombre d'enfants. La baisse du nombre d'enfants. Mais tout ce que je raconte là, peut-être en termes très pompeux presque, c'est de la mathématique de base, quoi, de la mathématique absolument de base. Mais c'était à l'époque où la mathématique était enseignée. Ah, peut-être. Mais alors, pour revenir à des choses qui parlent aux gens, parce qu'on les a un peu perdus sur des choses simples. C'est une de tes meilleures vidéos. Merci. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour les autres. Et donc, elles sont excellentes, mais là, qu'on atteint le sommet, c'est la palme. Pour aller. Dans la pratique, est-ce que il y a une solution à ce problème? Ça dépend de quel problème tu parles. Si on se restreint à la natalité et fécondité... Alors, je vais te taquiner. C'est quoi le nombre idéal d'enfants par couple? Alors, je répondrai là comme un homme politique, pardon. C'est le nombre qu'il désire. On va faire plaisir. Non, mais c'est pas ce que tu veux entendre. D'abord, on ne compte pas par couple et on ne compte pas pour les hommes. Pourquoi? C'est parce que l'état civil est, disons, plus sérieusement renseigné pour les femmes. Donc le sujet est celui de la capacité de remplacer les générations. Alors peut-être, les gens qui nous écoutent sont-ils furieux de ce que j'ai pu dire, mais comme nous deux, on n'est pas en désaccord, au moins on ne se tape pas dessus autour de la table. Mais il y a un chiffre que tout le monde connaît, c'est 2,1. C'est le célèbre seuil de renouvellement des générations. Comment le calcule-t-on? Vous allez apprendre des choses si vous ne le savez pas. Enfin. Les autres le savent parfaitement. Mais en réalité, c'était ultra basique. Ultra basique. Il y a sur Terre plus de femmes que de messieurs, parce qu'elles vivent plus longtemps. Mais à la naissance, c'est une caractéristique de l'espèce humaine, il y a plus de petits garçons que de petites filles. Quand 100 femmes doivent se reproduire, c'est-à-dire quand 100 femmes doivent mettre au monde 100 petites filles, elles mettent au monde 100 petites filles et 105 petits garçons. Donc ça fait au moins 5 frustrés. Ça dépend, mais c'est un sujet aussi, c'est un sujet guerrier. Quand il y a trop de garçons, les gens se battent. Donc il y a des sujets de génie génétique derrière tout ça, et des sujets même embarrassants. Mais je reviens à mon affaire plus basique, qui est que pour qu'une femme
se reproduise démographiquement, il faut qu'elle mette au monde 2,05 enfants. On corrige cela de la mortalité infantile. Quand la mortalité infantile est très élevée, parce qu'il faut qu'elle mette au monde des enfants, certes, mais il faut que ces enfants puissent mettre au monde des enfants. Donc on regarde les enfants qui vont jusqu'à au moins 15 ans, qui commencent à être des jeunes filles fertiles. Et à partir de là, on observe que pour renouveler les générations, en France, il y a un siècle, ce n'était pas 2,1, hein, c'était presque 3 enfants par femme. Dans bien des contrées du monde en développement, on est encore à 3 enfants par femme pour le renouvellement des générations. De la mortalité infantile. Donc le renouvellement des générations, en France, aujourd'hui, il est entre 2,05 et 2,1. Donc, du point de vue des comptes sociaux, de l'équilibre démographique, je réponds ainsi, il faudrait 2,06-0,7 enfants par femme. Ceci dit, ça c'est si on ne regarde que l'aspect solde naturel. Évidemment, il y a l'aspect solde migratoire qui vient, que ceci scandalise ou que ceci fasse plaisir, compléter les comptes démographiques du pays. Est-ce qu'on sait précisément le nombre d'immigrés qu'on accueille, d'immigrés nouveaux, de vrais, donc qui viennent de l'étranger, qui arrivent en France, pas les enfants nés de bidouilles, combien de nouvelles populations venues de l'étranger arrivent en France? Est-ce qu'on le sait précisément? Il y a quand même bagarre générale là. J'ai fait davantage confiance que peut-être nombre de nos auditeurs, spectateurs, à la qualité de la donnée publique, donc à ce que produisent INSEE et INED en la matière. Je pense, pour dire quelque chose peut-être d'original dans ces bagarres sans donner des chiffres, que on se focalise bien trop, mais il y a des raisons à ça, dans le débat public sur l'immigration illégale. L'immigration illégale, par nature, on ne la saisit pas complètement. L'immigration légale, qui est faite de différentes composantes, hein, immigration de travail, immigration familiale, immigration estudiantine, elle est très bien connue. Chaque année, on sait très bien qui rentre, on sait peut-être un peu moins bien, forcément, qui sort. Le gros sujet français, de mon point de vue, qui est celui qui est le plus maltraité et le plus problématique, est celui de l'immigration illégale. Les chiffres, alors, on ne sait pas combien d'immigrés illégaux entrent chaque année sur le territoire. On se bagarre, on se crêpe le chignon sur le nombre de personnes en situation irrégulière sur le territoire. Et là, les chiffres que je vais donner ne prêtent aucunement à discussion. On a une façon de l'apprécier, c'est des personnes qui sont couvertes par la célèbre aide médicale État. L'AME, tout le monde connaît désormais le sigle. Il y aurait près de 500 000 personnes qui seraient couvertes par cette aide médicale État. Et puis vous avez les chiffrages qui ont été faits du non-recours à cette prestation, c'est-à-dire du nombre de personnes qui sont éligibles et qui pourtant ne la touchent pas. Et ce non-recours serait de 50%. Là, c'est de la règle de 3 encore. S'il y a la moitié des gens qui touchent la prestation et que cette moitié donne 500 000 personnes, ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire. C'est évidemment en plus de ça un minorant. Pour réexpliquer le calcul, parce que donc, il y a 500 000 clandestins qui touchent l'AME, donc ça veut dire qu'il y en a 500 000 qui ne la touchent pas, et ça fait 1 million de personnes en tout. Exactement, mais ça c'est pas Julien Damon himself avec Paris derrière qui vous fait des règles de 3, c'est les chiffres les plus avancés sur la question. On peut continuer, parce que c'est un sujet éruptif, donc si je trouve encore plus d'immigrés en situation irrégulière, nos auditeurs seront contents et je vais les rattraper par rapport aux retraites. On verra. Mais pour c'est comme ça, il pourrait y en a beaucoup. C'est que c'est un minorant. C'est un minorant parce que pour être éligible à l'AME, il faut être depuis 3 mois sur le territoire. Il faut avoir une condition de ressources, il faut être sous une condition de ressources. Donc il y a d'autres gens qui restent moins de temps sur le territoire. Si on force le trait, et c'est des sujets que moi m'intéressent, de campement en campement, ces gens-là ne sont pas comptés comme les bénéficiaires de l'AME. S'il reste moins de 3 mois sur le territoire. Pour clarifier ce que tu dis, qui est pourtant très clair, mais donc ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a 500 000 bénéficiaires, donc 1 million de personnes concernées, dont 500 000 seulement qui ouvrent droit, qui utilisent leurs droits. Je précise d'emblée qu'ils ne font pas beaucoup d'enfants, ceux-là, en plus de ça, pour avoir souvent c'est des hommes seuls ou des... Oui, alors ils peuvent faire des enfants s'ils trouvent les conjoints, etc. Bref, on ne va pas épiloguer, mais il faut préciser que l'AME, ce n'est pas 500 000 pour un an. C'est-à-dire que dans les 500 000 qui bénéficient de l'AME, il y en a qui sont là depuis 3 ans, 4 ans. Bien sûr. Ça ne veut pas dire 500 000 personnes qui arrivent chaque année. Ah non, il y a un stock.
Ah oui, non, voilà. Sur le stock, là, bien sûr. Oui, oui. Je pense qu'on connaît très mal le flux, on connaît très mal le nombre de personnes qui entrent chaque année en situation irrégulière sur le territoire. Si on le connaissait parfaitement, ça voudrait dire qu'on serait parfaitement capable de les suivre, ce qu'on ne peut pas. Bon, je voudrais qu'on réponde à 2 questions pour conclure cette interview. Sur le sujet du livre ou sur d'autres? Sur le sujet du livre. Parler de recettes de cuisine. Le sujet de la démographie, on fera une émission sur les recettes de cuisine. Cuisine du monde, ça s'appellera. On fera ça dans un camp de rétention. Mais oui, pas non, il y a les centres de rétention administrative. On peut faire ça s'appelle pas des camps? Non. Ah bon? Non, ça s'appelle des centres de rétention administrative. Non, parce que Trump, je crois que... Oui, il y a M. Trump. Toi, tu es diplômé d'une école de la République. Ah qui bon? fait qu'on doit connaître tous les sigles. Ah bon? Dont celui de centre de rétention administrative. Et donc, dans la pratique... C'est vrai que dans la jungle de Calais, quand elle existait sous ce nom, il y avait des milliers de personnes qui existaient, il y avait différents stands de restauration au sens de restaurant, et tu pouvais trouver pas mal de cuisine du monde, c'est vrai. Oui, comme dans les foyers, on fera un reportage dans les foyers. Oui. J'en profite pour annoncer aux auditeurs du courrier, aux lecteurs du courrier, que la semaine prochaine, je fais une interview avec un Malien, un Mauritanien d'ailleurs, que j'adore, et qui nous expliquera pourquoi il y aura de plus en plus d'immigrés clandestins. Il l'expliquera à l'intérieur. Sur le fond, est-ce qu'il y a une solution pour relancer réellement la natalité? Alors si on termine quand même, une solution, non. Je pense qu'il ne faut pas rêver au regard de ces tendances très importantes, globales, au sens de mondial, qui sont la réduction du désir d'enfant. Si tout de même on doit faire des choix de politique publique, il y en a un qui est fondamental, c'est de mettre l'accent sur les 0-3 ans. Mettre l'accent sur les 0-3 ans, c'est-à-dire sur le mode de garde de la petite enfance. Parce que la France est un beau pays. La France est un beau pays, c'est-à-dire qu'à partir de 3 ans, les enfants vont à l'école maternelle, ils ont des droits quand même substantiels, leurs parents également pour la prise en charge en théorie de qualité de leurs enfants, que n'ont pas nombre des pays de l'OCDE. En revanche, sur les 0-3 ans, même si grâce à ces institutions d'élite que sont les CAF, on a fait des progrès, il demeure des trous dans la raquette et il demeure des parcours du combattant des parents. L'aspiration des jeunes, c'est à pouvoir concilier leur responsabilité familiale et leur responsabilité professionnels, leurs investissements dans chacun des 2 domaines, et ça a beaucoup changé, beaucoup évolué dans les 2-3 dernières décennies. Et si on a fait beaucoup plus de places en crèche, plus de places chez les assistantes maternelles, il demeure des couples pour lesquels, des individus, des femmes toutes seules, pour lesquels il n'y a pas suffisamment de place. Et en comparaison au CDE, on s'aperçoit que c'est l'ingrédient de politique familiale qui est le plus efficace, enfin, ou on peut le dire de façon peut-être plus, ça paraît plus négatif, mais c'est plus neutre, c'est le moins inefficace en matière de... C'est celui duquel on peut attendre de la natalité en plus, mais je le reprécise sans rêver. Donc voilà, si on doit faire quelque chose, c'est là. Après, j'ai des idées originales aussi, que je compte livrer, je profite de la tribune, parce que je le fais toujours en souriant, mais en plus c'est très sérieux. Si on demande aux gens, quand ils n'ont pas d'enfants, il y a pas mal de raisons. Ça peut être ils disent pas assez de sous, et puis le monde me fait peur, le climat, etc. etc. À l'instant T, sur le climat, je ne peux pas grand-chose, je n'ai pas de proposition pour changer cela à l'instant T. En revanche, certains nous disent quelque chose de très simple, qu'on oublie. Quand je vais lui dire, ça va te paraître simplissime, certains nous disent, j'aimerais bien, mais je n'ai pas de conjoint. Voilà. Donc moi je suis pour que la politique familiale se transforme, elle fait de la médiation familiale, de l'aide à la séparation, elle fait plein de trucs, elle aide les familles monoparentales, je trouve ça très bien. Je pense qu'elle devrait faire aussi du conseil conjugal, du conseil matrimonial, elle devrait permettre aux gens de se rencontrer. Parmi les grands mots des politiques sociales, il y a la lutte contre l'isolement, tout le monde est d'accord. Ah ouais, ça c'est important, moi je propose que les caisses d'allocation familiale organisent des balles, des boîtes de nuit, je te vois déjà en train de sourire, qu'elles aident les gens qui n'y connaissent rien. Nous nous organisons très bien pour aller danser, nous avons besoin de l'État. Non, mais toi tu n'as pas besoin de l'État, je suis d'accord, il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'une aide, il y a plein de gens modestes en revanche qui ne savent absolument pas utiliser ce qui devient un des principaux médias pour se rencontrer, qui sont les réseaux sociaux, vraiment. Donc bon, je souris avec tout ça en disant qu'il faut nationaliser. Mais moi j'ai toujours dragué dans la rue. Mais cher ami, je rappelle que tu es binational, diplômé de l'ENA, voilà. avec des sous, etc. Tu as plein de gens très modestes, vraiment très modestes, qui ne savent pas, qui n'ont pas accès à tout ça. Tu ne regardes pas L'amour est dans le pré, je suis sûr. J'ai pas la télé. Eh bien c'est pas grave, parce que ça passe aussi sur Internet, tu peux le faire, c'est pas un argument de ne pas avoir la télé. Regarde L'amour est dans le pré, c'est une excellente émission.
Vraiment, vraiment, je dis ça. Alors les gens peut-être doivent être sidérés d'entendre cela. Je n'ai même pas évoqué dans non, le bouquin. L'amour est dans le pré. Non mais je connais l'amour est dans le pré. Le truc, je suis pas sûr que tu connais ça. C'est parce que il faut permettre à les gens de se rencontrer. Parce que j'ai de la famille qui était à la campagne. Et ben voilà. À la campagne, dans la campagne d'aujourd'hui, tu rencontres de moins en moins de gens, notamment parce que quand j'étais petit, pareil en ville. Il y avait les balles, il y avait. Mais oui, moi je suis pour le bal de la CAF chaque année. En ville, moi je te garantis que je passe une journée dans Paris. Tu es un dragueur connu, cher ami. Oui, mais assumé. L'air de la ville rend libre. Pourquoi les gens font pas comme moi? Tu vois, moi je sors 2 heures dans Paris, j'ai croisé une nénette que j'ai élevée. Eh ben oui, mais tu as plein de gens qui n'y arrivent pas. Voilà, qui ne savent pas faire, etc. Donc je ne dis pas qu'il faut faire des cours pour draguer, je dis qu'il faut organiser tout de façon à ce que les gens qui le souhaitent puissent se rencontrer. Voilà. Bon, dernière question, parce que là vraiment je suis... ton raisonnement communiste m'effraie. Pas du tout. Alors qu'il y a un marché de la drague, tu veux l'étatiser. Pas du tout. Je veux que les modestes puissent y avoir accès. Mais les modestes peuvent avoir accès par... Il y a les modestes qui savent très bien comment trouver le conjoint, etc., etc. Certains ne savent pas. Certains le déplorent. Eh ben, je propose qu'on fasse non plus seulement l'amour est dans le pré, mais l'amour est dans la ville. Voilà. Ça ne coûtera pas cher et ça fera des gens heureux. Mais je dis ça parce qu'il y a un petit côté évidemment je suis ouvert d'esprit, rigolo. Il y a un petit côté rigolo. Mais je pense aussi qu'il faut regarder ces politiques familiales comme n'étant pas seulement des choses tristounes, dont on ne rit pas, etc. Non, je pense qu'on fait des enfants plutôt en se marrant d'ailleurs, en se rencontrant, en rigolant. Alors qu'on a l'impression d'avoir que des bureaucrates qui sont là en train de parler de barème de prestations, de calculs extrêmement élaborés, ce qui est dans une certaine mesure parfaitement nécessaire. Il faut innover, voilà. Et répondre à la question. Des gens me disent, j'ai pas de conjoint, je vais pas les marier d'office, moi je suis pas communiste, hein, bien sûr. Mais je pense que leur donner les clés, les opportunités pour rencontrer des conjoints, c'est très bien. Je précise que dans les pays à très faible fécondité, tout ce que je viens d'évoquer ne fait absolument pas sourire ou rire. Ils le font. Hein. Il y a des agences matrimoniales publiques dans les grandes villes japonaises. Il y a des congés Tinder proposés à Singapour. Je veux dire une connerie. T'as vu la tête des Japonaises. Mais non, mais ça, je ne veux pas entendre ce genre de choses. Et en tout cas, les Japonaises, si on parle de leur tête, c'est qu'elles sont sidérées parce qu'il leur est proposé par leur pays, lorsqu'il s'agit d'envisager d'avoir un enfant. Pour avoir un enfant, il faut se marier. En France, les 2 tiers des enfants naissent en mariage aujourd'hui. Si on se marie dans le contexte japonais ou coréen du Sud, on brise sa carrière, on récupère ses beaux-parents chez soi. C'est un autre monde. Nous, la France, pour ça, c'est un superbe pays où... on se fait pas chier avec la belle doche. Oui. Et puis surtout, il n'y a pas ces contraintes sociales qui font que si on veut travailler, en France, c'est bien vu. Voilà. Dans d'autres pays, et en Allemagne encore, c'est mal vu. Bon, alors, dernière question après toute cette avalanche de choses horribles que j'ai entendues. Mais pas du tout de choses originales. J'ai donné la parole à un communiste. Bon, non. Non, un homme de la règle de 3 et de l'idée originale. Mais 3 avec un E à la fin. Alors donc, oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du vieillissement de la population? Si on perd des habitants en France, est-ce que c'est gênant? Alors, il y a 2 choses. Il y a le vieillissement et la perte de population. Comme le Japon. Le vieillissement est une bonne nouvelle, d'abord, puisque nous vieillissons en moyenne tous. Et ceux qui vieillissent, c'est une bonne nouvelle par rapport à ceux qui ne vieillissent pas. Et on vieillit plutôt en bonne santé, même si on peut se bagarrer sur les chiffres. La population française, elle ne diminue pas, hein, soyons pas encore. Elle ne diminue pas encore, alors que la population en moyenne, la population de l'Union européenne diminue depuis une quinzaine d'années. Si on doit commencer à diminuer, ou plutôt, quand le solde naturel français devrait être négatif, c'est plutôt projeté à l'horizon 2035. Mais je ne sais pas si c'est bien ou mal. Voilà, je pense 2 choses. 1, que certains pays voient leur population diminuer, s'en inquiètent très fortement. C'est les pays européens, comme je les ai cités tout à l'heure. Hein, l'Italie. Portugal, Italie, Espagne, la plupart des pays de l'ex-bloc soviétique, etc. etc. D'autres sont plus les États baltes. Oui. Alors c'est fait de faible fécondité, c'est fait de ce que connaissent aussi les Antilles françaises, hein, du départ des jeunes. Hein. Les départements, je peux te le dire de façon marrante, je pense, les départements qui seront les plus gris pour les cheveux, hein, ça va être les Antilles. C'est étonnant, les pays les cheveux les plus blancs. Bien sûr, autre chose, parce que leur jeunesse s'en va. Certains pays s'en inquiètent.
d'autres le vivent, pas forcément de façon heureuse. Moi, ce que je pense simplement là-dessus, c'est que c'était dans des pays vieillissants, on n'aime pas les enfants, quand même, on manque quelque chose. Voilà, on manque quelque chose, et je finis peut-être sur une note très humaine. Je pense qu'avoir des enfants, c'est souvent de la réalisation de soi, etc. C'est pas de la nécessité, de l'obligation qu'on se donne les uns les autres, c'est pas seulement des comptes sociaux et des retraites, c'est quand même amusant. Voilà ce que je pense. Amusant, c'est une manière de vivre de façon dynamique, c'est une manière de voir les autres générations, c'est une manière de transmettre. Et que là, une partie, c'est vrai, des écologistes radicaux, puisque quand même on a évoqué un peu ce thème, critiquent de façon, à mon avis, très contestable. Voilà. De façon très humaine d'exister que d'avoir des enfants. Bon. C'est beau, non? Mais attends, mais moi bon, bref, je bois mes paroles. Et puis je bois tes paroles et j'applaudis demain, puisque je pense qu'effectivement le sens de la vie, c'est en réalité de vivre. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de choses compliquées dans la vie, si ce n'est que de vivre. Ouais. Idée complexe de nos jours. Merci Julien. C'est ma tournée. Je suis sûr qu'on remettra ça parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et puis on va regarder les commentaires et je pense que ce serait bien éventuellement qu'on réponde à un certain nombre de commentaires puisque, comme tu le sais, le sujet de l'immigration est un sujet qui angoisse beaucoup de gens pour des raisons parfois un peu excessives de mon point de vue. Mais là aussi, je sais qu'en le disant, je vais me faire insulter par beaucoup de trolls d'ailleurs qui sont payés pour le dire. Et mais ceci, c'est évidemment sous double fond de créolisation ou de grand remplacement. Comme ça, j'ai fait le grand écart sur les formules. Je pense qu'il y a un point clé dans le débat sur l'immigration, mais c'est un des éléments sur la fécondité, c'est le sujet de l'immigration illégale. Je pense que la France a un problème grave avec son immigration illégale. Bon, disons ça sur un ton quand même très pseudo-intelligent, j'enfonce une porte ouverte, mais je trouve que le débat français parle d'immigration comme ça, comme si elle était parfaitement uniforme, alors que le sujet, c'est qu'on n'arrive pas à gérer notre immigration illégale. Mais en même temps, il n'y a plus d'immigration légale. Mais l'immigration étudiante, c'est quoi? Non, mais sauf que, attends, crois-moi, je suis employeur d'étudiants étrangers. Moi, je suis enseignant d'étudiants étrangers. Il leur est interdit de travailler, donc à un moment donné... Il n'aurait pas interdit d'être là. De même, les demandeurs d'asile, voilà, c'est pas une immigration illégale. Il leur est interdit de travailler, je pense que c'est une bêtise. Alors là, je vais me faire plein de copains. Ouais. Je pense que les demandeurs d'asile, si on veut qu'ils... si, avant d'avoir le statut de réfugié, quand là ils ont parfaitement le droit de travailler, ne coûtent pas seulement au système, mais ils contribuent, les faire travailler n'est pas une si mauvaise idée. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, il y en a beaucoup parmi ceux qui te regardent, c'est Michel Rocard qui a mis fin au droit des demandeurs d'asile à pouvoir exercer une activité professionnelle. Enfin bon, à chaque fois qu'on évoque le mot immigration, moi je distingue clairement l'immigration illégale, les différentes formules d'immigration légale. Bon, on y reviendra puisque j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer que moi j'ai, en tant qu'employeur, fait régulariser des salariés étrangers et de l'aveu même des agents de la préfecture de police chargés des services étrangers. Je disais, mais moi quand j'ai commencé ma carrière, il y avait 4 titres de séjour différents. Maintenant il y en a 11. Oui. Et en fait, on ne connaît même plus la réglementation. C'est-à-dire que c'est devenu tellement compliqué que plus personne ne s'y retrouve. Oui. Et qu'au fond, quand personne ne s'y retrouve, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Peut-être, en tout état de cause. Puisque ce n'était pas notre sujet du jour, il y a un lien entre immigration et fécondité. Maintenant, je ne saurais dire ce qu'est le lien entre l'immigration illégale et la fécondité, l'immigration étudiante et la fécondité, l'immigration de travail et la fécondité, l'immigration familiale et la fécondité. Même si, comme je le note dans ce super bouquin que je conseille vivement, et notre discussion a pu en témoigner, c'est naturellement le sujet sur lequel tout le monde s'étripe, alors que si on regarde froidement le sujet de la fécondité, il y a bien d'autres voies et moyens dont on peut discuter de la pertinence, certains efficaces du type investissement dans la petite enfance, certains originaux pour soutenir les possibilités des gens qui n'ont pas de conjoint à trouver quelqu'un. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. En plus de ça, ça fait des coûts moindres pour les dépenses publiques. Bon, je vois que Jésus revient. Voilà. À très bientôt, Julien. Merci beaucoup.